Bonjour et bienvenue dans les 4V, Olivier Bonjour. Véran. Puisqu'il paraît que gouverner, c'est prévoir, que ferez-vous donc demain soir au terme d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites dont votre collègue au gouvernement, Clément Beaune, a déjà dit qu'elle serait une des journées les plus difficiles qu'on ait connues? Le texte sera toujours au Sénat, en train d'être examiné demain soir, comme il l'était d'ailleurs tout le week-end, avec l'adoption par les sénateurs du premier article qui supprime les régimes spéciaux et du deuxième article qui crée ce fameux index senior que nous souhaitons pour C'est-à-dire que le train de la favoriser. réforme va se poursuivre, quoi qu'il se passe dans la rue demain? Ça veut dire que nous avons une démocratie qui repose sur des institutions qui sont légitimes pour gouverner. Ça ne veut pas dire ne pas écouter. Nous écoutons les Français, les C'est la différence syndicats, les entre groupes politiques. écouter et entendre peut-être. La grande différence entre écouter et entendre, c'est que le texte qui est actuellement examiné au Sénat n'est pas le texte que nous avons proposé initialement. Nous l'avons enrichi, amendé, amélioré pour y créer plus de points de justice notamment. Ce sera, nous dit-on, une journée noire dans les transports, à l'école, à l'hôpital, dans les ports, les raffineries. Est-ce que vous l'appréhendez, cette journée? On n'appréhende pas une journée de manifestation ou de grève. Les suivantes, puisqu'il y a des mouvements reconductibles. Moi, je fais la différence entre ceux qui contestent, ceux qui veulent contester et ceux qui veulent bloquer. Ceux qui veulent contester l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début du mouvement social, et ça s'est, je dirais, passé dans le respect des Français, de la France, et les choses se sont passées de manière extrêmement organisée. Sauf qu'ils disent, on fait ça sagement, on ne nous écoute pas, donc on passe un cran au-dessus. C'est ce qu'a dit Philippe Martinez pour la CGT hier. D'abord, je redis qu'il y a eu de l'écoute, du changement de texte à plusieurs reprises, et que nous avons su évoluer dans l'écoute des Français. Ceux qui veulent bloquer, certains, et y compris des responsables politiques, disent qu'il faut tout bloquer dans la durée. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ni pour la France ni pour les Français. Parce que ceux qui veulent tout bloquer dans la durée ne peuvent pas ignorer qu'il peut y avoir un impact sur notre économie au moment où nous sommes le pays le plus attractif de l'Union européenne, au moment où nous faisons reculer le chômage, ne peuvent pas ignorer que tout bloquer dans la durée, ça aurait un impact sur les Français dans leur quotidien, pour emmener leurs enfants à l'école, pour pouvoir aller travailler. Et donc nous ne souhaitons pas que les Français soient victimes, entre guillemets, d'un blocage dans la durée. Et qui est responsable de ce blocage, du coup? Parce que chacun se renvoie la balle. Eux disent, c'est vous. Vous avez du dialogue, dites, vous avez du dialogue et vous avez des institutions démocratiques avec des élus. D'ailleurs, au Sénat, il ne vous aura pas échappé que ce ne sont pas des élus de la majorité présidentielle qui sont majoritaires, mais c'est une opposition. Et il n'empêche que cette opposition est capable de travailler, de proposer des améliorations, des changements, etc. Justement, au Sénat, il y a une proposition de loi qui a été déposée par un sénateur, Les Républicains. Il veut interdire les grèves dans les transports lors des chassés-croisés de vacances. Est-ce que le gouvernement va soutenir cet amendement? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, Quelle est votre conviction on là-dessus? verra quand il sera. C'est une bonne idée d'encadrer le droit de grève et de ne pas le permettre comme dans certains pays. Le droit de grève, d'abord, je le respecte profondément. Il m'est arrivé, je vois des fois des vidéos sur les réseaux sociaux me rappelant que quand j'étais jeune médecin, il m'est arrivé de faire grève. Ouais. Je leur montre d'ailleurs que je leur demande de regarder l'image parce qu'il se trouve que j'ai fait grève en blouse parce que j'ai pas bloqué mon hôpital et qu'on continue de soigner les malades. Bon. Mais peu importe. Vous avez un droit de grève qui est constitutionnel et qu'on respecte énormément. Vous avez une loi qui a organisé les services minimums pour faire en sorte que la continuité des services de l'État. Quand je vous dis je ne sais pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, c'est qu'il n'y a pas de position qui ait été encore défendue dans l'hémicycle. C'est pas un sujet que nous portons dans le moment. Les chauffeurs routiers, on les a vus à 7h, entrent aussi dans la danse de la protestation. Les raffineries appellent à un mouvement reconductible. Beaucoup de Français se précipitent déjà à la pompe. Est-ce qu'il faut craindre des pénuries, que ce soit dans les rayons des supermarchés ou dans les stations essence? C'est exactement la type de situation que nous voulons éviter et d'où nous considérons qu'elle est évitable et à éviter. Encore une fois, l'histoire du mouvement social en France a montré qu'il n'était pas nécessaire de bloquer tout un pays et d'entraîner des désagréments aussi importants pour les Français au quotidien. Donc on reste encore une fois très à l'écoute. Le message n'est pas de dire circuler, il n'y a rien à voir. Le message, il est de dire on a été à l'écoute depuis le début, on continue d'être dans le dialogue, y compris d'ailleurs avec des syndicats, même quand ils ne sont pas d'accord avec nous. Ça peut durer combien de temps ce dialogue de sourds, Olivier Véran? Ça peut durer combien de temps? Si vous voulez, je ne remets pas, et je pense que ce ne serait pas bon de remettre en question la légitimité de nos institutions démocratiques. Et c'est aussi le ministre du Renouveau démocratique qui le dit. Et quand vous avez une Assemblée nationale, quand vous avez un Sénat avec des élus, par des gens qui ont été élus par la population, qui sont chargés d'examiner et de décider ou non d'adopter un texte de loi, je pense qu'il est aussi fondamental de laisser se dérouler ce mécanisme démocratique. Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre langage ce matin, c'est le blocage. Il faut bloquer les bloqueurs, disait hier le chef du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, estime lui que ceux qui veulent mettre la France à l'arrêt vont pénaliser ceux qui triment. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jouer une France contre l'autre? On ne veut pas diviser, clairement. Là, vous ne parlez pas diviser la France? On n'est pas dans la division, on est en train d'expliquer. Par exemple, j'ai tenté d'expliquer quelque chose la semaine dernière avec un message qui est manifestement mal passé, en expliquant qu'il y aurait un impact assez massif si la France était bloquée et à l'arrêt dans la durée. On va vous réécouter. Je vous ai entendu.
Merci. Écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V. Voilà, il manquait l'invasion des sauterelles et la pluie de grenouilles, a réagi François Omril pour la CFE-CGC. Laurent Berger, il a tweeté, Monsieur Olivier Véran, un peu de sérieux. La sécheresse, c'est la faute des syndicats, s'interroge-t-il. La crise sanitaire, idem. Et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde? Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Est-ce que vous regrettez ces propos? Oui, je viens de vous répondre. Je vous dis, mon message manifestement est mal passé et donc j'aurais dû peut-être le formuler différemment. Quel est le fond du message? D'abord, il est double. D'abord, le gouvernement, nous n'avons pas que la réforme des retraites devant nous, nous avons aussi toutes les urgences du quotidien pour les Français. Y compris, vous avez parlé de la pluie qui va arriver demain, tant mieux. Ouais. Il se trouve qu'on fait face à la plus longue période sans pluie, avec un risque de sécheresse. J'étais au Salon de l'Agriculture, les agriculteurs nous disent qu'il est fondamental d'agir pour éviter un impact climatique majeur avec une catastrophe agricole. Donc je le dis, nous avons d'autres urgences à gérer que la seule réforme des retraites et nous devons les regarder en face. Par ailleurs, une France à l'arrêt dans la durée, cette personne a dit qu'une journée de manifestation était une mise en danger du pays, mais une France à l'arrêt dans la durée, je le redis, a un impact pour le quotidien des Français, mais aussi un impact pour l'économie de notre pays, au moment où nous recréons de l'emploi, des apprentissages et nous faisons reculer le chômage. Donc il faut, non pas pour tirer la sonnette d'alarme ou hurler au loup, mais expliquer factuellement ce qu'est la différence entre un pays qui conteste et qui manifeste, etc., et un pays qui serait totalement bloqué, comme l'appellent certains, y compris M. Mélenchon, quand il dit bloquer tout, quand vous avez un député de la France Insoumise, M. Boyard, qui appelle à faire des selfies du meilleur blocage en vue de les inviter à l'Assemblée, je leur explique et je leur dis, attention, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas vous qui êtes responsables politiques, qui allez en payer les conséquences, c'est les Français dans leur quotidien. C'est dangereux de faire ça? Alors ce que fait M. Boyard avec son concours de selfie, je trouve que c'est pas respecter nos institutions et donc c'est pas se respecter en tant qu'élu. Et ensuite, appeler à tout bloquer, c'est une remise en question de la légitimité de nos institutions après avoir perdu les élections à plusieurs reprises. Olivier Véran, ça c'est sur la forme. Sur le fond, certains commencent à dire, attention, avec toutes les concessions qui sont faites, le système ne sera pas à l'équilibre en 2020, même le ministre du Travail... 2030, pardon. Même Olivier Dussopt le reconnaît. La Commission des affaires sociales du Sénat a chiffré ce déficit à 600 millions à horizon 2030. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, au final, en plus, le compte n'est plus bon? Nous voulons que le compte soit bon à l'horizon 2030 et nous allons nous donner les moyens pour qu'il soit bon. La promesse de l'équilibre sera tenue en 2030? Nous sommes en discussion avec les sénateurs. Nous leur disons, voilà, lorsque vous proposez cet amendement-là, on peut être d'accord avec vous, mais il coûte un certain nombre de millions d'euros. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable en retour de nous proposer pour faire en sorte que l'équilibre soit garanti en 2030? C'est l'objectif. Nous le faisons, cette réforme des retraites, pour faire en sorte que notre système des retraites soit équilibré dans la durée. Et l'équilibre sera tenu en 2030. Et qu'on ne laisse pas une dette faramineuse à génération à venir et qu'on n'augmente pas les impôts. Donc, ça reste notre objectif à la fin. Il sera tenu en 2030, cet objectif? Nous tiendrons l'objectif. Le problème, c'est qu'à part l'âge légal et le report de l'âge légal à la retraite de 62 à 64 ans, on n'y comprend plus rien à cette réforme. On ne sait plus qui aura droit aux 1 200 € de pension minimum. Au début, on pensait que c'était tout le monde. On est passé à 10 à 20 000 personnes. Les carrières longues, on n'y comprend plus grand-chose. La situation des maires, c'est le grand flou. Ça ne veut pas dire que la réforme est mal ficelée, qu'à un moment, il faudrait tout remettre sur la table sans renier vos convictions et se dire « OK, on repart d'une page blanche, on en rediscute ». Ça veut dire que si je vous présentais ce matin une proposition de loi qui dirait que à elle seule, près de 2 millions de retraités qui ont des petites pensions de retraite seraient revalorisés, vous diriez que c'est une bonne réforme. Sauf qu'ils seront pas à 1200, si je vous présentais une réforme pour vous expliquer que ceux qui ont commencé, qui seraient revalorisés, Thomas Soto, de fait, vous avez 1 800 000 retraités qui aujourd'hui ont une petite retraite et qui après la réforme auront une retraite plus importante. La moitié d'entre eux d'ailleurs auront plus de 75 € de plus par mois net. Après, je ne dis pas que tout ça est compliqué, qu'il n'est pas compliqué, ça l'est. Et c'est très technique, évidemment ça l'est. Et à nous d'être le plus clair possible, je suis d'accord avec vous, sachant que dans la durée, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites. Mais quand on est malade, la retraite change pas le médicament quand il est pas bon. L'augmentation des pensions de retraite est une bonne nouvelle pour les retraités, il n'y a pas de perdant. Les dispositifs sur l'invalidité, les dispositifs sur la pénibilité sont des dispositifs positifs. Tout le monde vous dira que gagner un peu plus, c'est mieux, mais sauf que c'est en dessous de ce qui avait été, en tout cas, compris par une majorité de Français. Vous le savez, ça? Mais je comprends qu'il y a une partie des Français qui ont entendu que ce serait 1200, etc., etc. Mais je vous dis juste que vous avez factuellement 1 800 000 retraités qui ont une augmentation de leur pension de retraite. Si on ne fait pas la réforme, ces retraités-là n'auront pas d'augmentation du tout. Donc ça reste une bonne nouvelle pour eux. Quand on crée un mécanisme de prise en charge de la pénibilité nouveau, avec beaucoup de Français qui vont entrer dans ce dispositif, ça reste une bonne nouvelle pour les Français qui sont concernés. Il vaut mieux le faire que de ne pas le faire. Le tout étant de réussir à le comprendre et l'expliquer parce que c'est oui pour 17, non pour 18. Oui, pour 19, Thomas Soto, vous connaissez aussi la technique. Vous avez des oppositions qui attaquent aussi, non pas l'aspect
très visible de la réforme, c'est-à-dire les 64 ans, mais qui attaque tous les à côté que nous présentons comme étant favorables, parce qu'ils le sont, et c'est d'ailleurs de la dépense publique pour créer des nouveaux droits pour les Français qui sont concernés, et ils attaquent ça comme des sourds depuis des semaines pour arriver à faire en sorte que l'image globale de la réforme soit uniquement négative. Encore 2 questions rapidement. Le gouvernement a bien du mal à se faire entendre de la grande distribution et des industriels sur les prix, sur l'inflation. Est-ce que le fameux panier anti-inflation du gouvernement est mort? Est-ce que ça c'est fini? Est-ce que maintenant ce sont la grande distrib comme Carrefour qui l'a annoncé ce week-end qui va gérer ça, chacun dans son coin? D'abord, vous avez une réunion ce matin à 9h entre les ministres de Bercy et les responsables de la grande distribution. Ils auront à communiquer après. Donc on va les laisser faire la réunion. Ensuite, je note juste à l'heure à laquelle je vous parle que vous avez déjà plusieurs grandes enseignes de grande distribution qui de fait adoptent une forme de, non pas peut-être de panier si vous voulez, mais de panel ou d'ensemble de produits ça vous satisfait, qui sont vendus. C'est une bonne réponse ça pour vous? Moi j'ai toujours dit que ce qui m'intéressait, c'est pas l'étiquette qu'on met sur le panier, c'est le montant en bas de la facture. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand un Français rentre dans un supermarché pour faire ses courses, quand il sort, eh bien, il ait des prix les plus bas possibles. Dernière question, c'est une question foot. Ça concerne le joueur marocain du PSG, Achraf Hakimi, mis en examen pour viol vendredi dernier, présumé innocent. Pour l'instant, il n'est pas mis en retrait du groupe parisien. Il pourrait même jouer en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Ça sera mercredi s'il est remis de sa blessure. Est-ce qu'il a encore une place sur le terrain? Non, là, c'est pas du tout à moi de le dire. D'abord, il y a il y a un petit côté sociétal. D'abord, il y a la justice qui est saisie. Ensuite, je ne sais pas s'il y a eu un dépôt de plainte de la part de la plaignante. En tout cas, il est mis en examen. Il est mis en examen à l'heure à laquelle je vous parle. Ça, c'est une certitude. Honnêtement, c'est au club et aux joueurs d'en décider. Est-ce qu'ils considèrent que sa place est encore sur un terrain ou non? Moi, je fais très attention. Un joueur mis en examen pour viol sur un terrain. La présomption d'innocence est fondamentale. Donc, je suis représentant du gouvernement et pas de la justice. Sachant que le match, ce sera le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Mais non, mais ce n'est pas à moi d'en décider, Thomas Toto. Je ne suis pas sélectionneur du PSG et je ne suis pas magistrat. Ça peut venir. Sélectionneur du PSG. Non, je vous taquine. Je ne suis pas sûr. Merci Olivier Véran. On va éviter ça. Merci d'être venu dans les 4 mai. Merci à vous. Merci messieurs.